Colonel McGregor, bienvenue parmi nous. Merci d'avance pour votre temps. Les États-Unis et l'OTAN ont-ils attaqué la Russie ce week-end en utilisant des drones par l'intermédiaire de leur proxy, l'Ukraine? Et d'un point de vue militaire, colonel, à quel point cette attaque était-elle significative? On entend dire que 40 à 50 avions ont été détruits. Et on entend aussi dire que seulement 4 à 7 avions ont été touchés. Je pense que dans l'ensemble, c'était une opération de communication destinée à donner l'impression que l'Ukraine est capable de poursuivre la guerre, qu'elle a encore de l'énergie à revendre et qu'elle est, au final, capable de nuire à la Russie. Je ne pense pas que les dégâts aient été très importants. Je pense que c'est grossièrement exagéré en Occident. Tout ce que vous entendez des médias occidentaux, la BBC ou n'importe quel média grand public américain, est probablement faux, ou du moins fortement exagéré. Ce que je pense être vrai, c'est que nous nous sommes causés du tort à nous-mêmes, ainsi qu'à notre relation, ce qu'il en reste, avec Moscou, en attaquant ces bombardiers stationnés sur le tarmac ou sur la piste, en violation des accords de limitation des armements stratégiques. Et je pense que les Russes en sont arrivés à un point où collectivement ils disent tous « on ne peut pas leur faire confiance, peu importe ce qu'ils disent, c'est probablement faux ». Voilà, selon moi, les véritables conséquences de cette attaque. Nous avons perdu le peu de crédibilité qui nous restait auprès d'eux, pour un avenir prévisible. Eh bien, vous venez d'aborder exactement le sujet dont je voulais vous parler ensuite. Il y a ce matin des plaintes selon lesquelles le président Zelensky n'aurait pas informé le président Trump. Mais à coup sûr, des hauts responsables de la CIA ou de la DIA, peu importe quel service de renseignement était impliqué dans la planification et l'exécution de cette opération, devaient en avoir connaissance. Est-il vrai qu'il a fallu 18 mois pour planifier et organiser cette attaque? La première année sous l'administration Biden et les 6 derniers mois sous Trump. Vous savez, c'est quelque chose que je ne peux pas évaluer. Je ne sais pas, c'est peut-être vrai. N'oubliez pas que la Russie est un pays immense, avec des milliers de kilomètres de frontières. Il n'est pas difficile d'y pénétrer. Et c'était clairement une manière originale et innovante d'attaquer en utilisant ces camions dont les toits pouvaient s'ouvrir pour lancer les drones. Mais nous avons déjà vu ce genre de choses. Les Russes ont déjà utilisé des conteneurs sur des navires marchands pour transporter des missiles pouvant être lancés. Je pense qu'il y a eu une défaillance stratégique du côté du renseignement russe. Je ne sais pas comment cela sera géré. Mais je suis certain que quelqu'un ou plusieurs personnes devra en rendre compte. Le général Keane, qui travaille pour un think tank affilié soit au département de la Défense, soit à l'Anglais, parle d'une victoire écrasante pour les Ukrainiens et d'une défaite catastrophique. C'est sur Fox News, là où il travaille, d'une défaite catastrophique pour les Russes. Il affirme que les Ukrainiens ont recruté des chauffeurs et des ingénieurs russes et que toute l'opération a été montée en Russie et que c'est un échec total du renseignement russe. Pensez-vous qu'il y ait là une petite exagération made in CIA? Oh, je le pense, oui. Je pense que le vrai problème n'est pas ces déclarations scandaleuses et absurdes qu'on entend. Et vous savez, le général Keane est un homme intelligent. Il connaît la vérité. Mais il est sur la fiche de paie et il est très bien récompensé à New York comme à Washington, ainsi que par l'industrie de la défense, pour entretenir le conflit. Vous savez, on aime dire que les soi-disant démocrates sont pour les réfugiés et les frontières ouvertes, et que les soi-disant républicains sont pour la guerre sans fin. En réalité, ils ne forment qu'un seul et même parti. Et le général Keane sert cet intérêt. Mais je pense que la vraie question est la suivante. Quel va être l'impact de tout cela sur la Russie? Comment les Russes vont-ils réagir à partir de maintenant? Il y a beaucoup de gens vraiment en colère en Russie, juges. Et je ne parle pas seulement des responsables, je parle de la population. Et ils ont toujours été frustrés par les avancées lentes, pesantes et délibérées de l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. Et je pense que cela renforce aussi l'illusion de certains à Washington qui se disent « Comment les Russes pourraient-ils représenter une réelle menace pour nous? Regardez combien de temps il leur faut pour avancer dans l'est de l'Ukraine. »
Aucune compréhension des objectifs plus vastes. Aucune compréhension des buts stratégiques, dont l'un est précisément d'éviter une guerre contre nous et contre l'OTAN. Le problème maintenant, pour le président Poutine et ses généraux, c'est qu'ils ne peuvent plus tolérer cela. Ils doivent aller au bout de cette affaire. Sinon, vous savez, ils risquent de voir toute cette situation leur échapper totalement, parce qu'ils ne savent pas vraiment à qui ils ont affaire. Vous savez, le président Trump publie des choses sur X ou tweet et il pense que parce qu'il les dit, elles sont vraies. Ce n'est pas ma guerre. Je ne l'ai pas commencée, je n'en veux pas. Eh bien, c'est intéressant. Mais c'est hors sujet. Président Trump, c'est votre guerre. Vous êtes le commandant en chef. C'est votre responsabilité. Et c'est ainsi que les Russes le perçoivent, tout comme le reste du monde d'ailleurs. Il commence à apparaître comme soit inefficace, soit carrément imprudent. Votre avis, colonel, quelle est la pression qui pèse sur le président Poutine pour qu'il réagisse de manière spectaculaire? Il possède l'arme nucléaire. Dieu nous en préserve, s'il devait l'utiliser. Je comprends que les Russes soient furieux, et je parle autant des citoyens dans la rue que des élites russes, des membres des services de renseignement ou encore des officiers supérieurs de l'armée. Ce sont eux qui le conseillent quotidiennement. Le président Poutine, j'allais dire président Troupin, voilà un nouveau mot, eh bien, s'il est une chose qu'il n'est pas, c'est un homme émotif. Cela ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, mais c'est quelqu'un qui a appris très tôt à maîtriser et contrôler ses émotions. Il partage, sans aucun doute, la colère de son peuple. Absolument. Mais ce n'est pas un homme comme Donald Trump. Ce n'est pas quelqu'un qui bat sa poitrine en public ou qui ressent le besoin de proclamer ses intentions à tout va. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils ont une force considérable en Ukraine. Plus de 700 000 soldats. Et ils disposent aussi d'unités supplémentaires en Biélorussie et à l'intérieur de la Russie. Ce qu'il fait à ce stade, c'est regarder la carte, écouter ses commandants et conclure qu'ils doivent avancer vers l'ouest. Autrement dit, vers Dnipro. Sur le fleuve du même nom, puis Kherson et enfin Odessa. Je pense que tous ces événements, tous ces coups médiatiques, que ce soit des explosifs en Sibérie, sur des bases aériennes ou encore sur le pont menant à la Crimée, n'ont plus la portée stratégique d'autrefois. Le pont reste symbolique, bien sûr, mais il n'est plus aussi essentiel. Et à mon sens, il a désormais pris la décision d'avancer. Ce sera sa réponse. Il ne fera pas une grande déclaration, mais dans la semaine, ou dans les 2 semaines à venir, vous verrez, je crois, d'importants mouvements de troupes. Et il n'y a strictement rien que les Ukrainiens puissent faire pour les empêcher. La nature même de cette attaque, ces drones introduits clandestinement en Russie, puis déclenchés depuis l'intérieur. Selon vous, cela porte-t-il la signature du Mossad? Est-ce que cela vous rappelle les fameux pagés explosifs? Il faut garder à l'esprit qu'il y a de nombreux agents du Mossad présents en Ukraine. Ils sont impliqués depuis longtemps. Dès les 2 premières années, des rapports faisaient état d'agents du Mossad parlant un ukrainien parfait, habillés en soldats ukrainiens, dirigeant des opérations, organisant des relèves, et bien plus encore. Donc oui, ils sont là depuis le début. Et n'oubliez pas que la CIA, le MI6 britannique et le Mossad sont tous très étroitement liés. Leur coopération a rendu possible la tentative de renversement du président syrien Bachar el-Assad. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a bien sûr joué un rôle central, puisqu'il détenait l'essentiel du pouvoir en Syrie. Mais malgré cela, les services occidentaux ont été décisifs. Et aujourd'hui encore, ils jouent un rôle clé dans l'intégration des anciens membres de Daesh et d'Al-Qaïda dans ce qui est devenu une armée syrienne permanente. Ils sont partout. Ils sont impliqués. Maintenant, si vous commencez à vous demander jusqu'à quel point ils sont impliqués, là, vous entrez dans le domaine de la spéculation. Je n'en sais rien. Mais qu'ils soient impliqués, cela ne fait aucun doute. Oui. Le SBU, c'est le nom que vous cherchiez. Est non seulement intégré à ses services, mais il en est profondément dépendant. Encore une fois, qui leur fournit les capacités de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, ainsi que les données issues de tout cela. C'est nous, essentiellement. Voilà le problème avec le président Trump, qui se lève et dit « Je ne veux pas de ça. J'ai essayé d'y mettre fin. Je ne veux pas être mêlé à tout cela. » Très bien. Monsieur le Président,
mais vous en êtes tout de même responsable. Et tant que vous ne prenez pas des mesures concrètes pour vous désengager, personne ne vous croira. Or, jusqu'à présent, nous n'avons vu aucune action de sa part qui modifierait réellement ce que Joe Biden et son administration ont mis en place. Je me pose la question suivante. Si l'implication de la CIA était si essentielle, ne devait-il pas légalement obtenir une autorisation présidentielle? En d'autres termes, Donald Trump était-il informé à l'avance? Et je me demande ce qui se passera lorsqu'il reparlera au président Poutine. En théorie, vous avez tout à fait raison. Et il est possible qu'ils utilisent encore une autorisation datant du président précédent comme justification. Mais en ce qui concerne Donald Trump, ce n'est pas quelqu'un de rigoureux. Ce n'est pas un homme qui s'assoit pour lire des rapports. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui suit de longues réunions d'information ou qui pose des questions difficiles. Vous savez, il y a eu récemment un incident. Les dépouilles de 4 soldats américains ont été rapatriées depuis la Lituanie. Les autorités lituaniennes leur ont rendu des hommages presque officiels. Ils sont arrivés à la base aérienne de Dover, et aucun président américain n'était là pour les accueillir. Techniquement, il n'y est pas obligé. Il a envoyé M. Pete Hegseth, l'actuel secrétaire à la Défense, pour représenter la présidence. Mais les gens se souviennent encore très bien de Ronald Reagan recevant les corps après l'attentat de Beyrouth. Cela reste profondément ancré dans la mémoire collective. Et l'on s'attendait à ce que cette perte soit honorée publiquement, solennellement, par le président. Cela ne s'est pas produit. À la place, il est allé participer à un tournoi de golf sponsorisé par les Saoudiens. Je ne pense pas que Donald Trump ait beaucoup de conscience de soi. Je doute qu'il saisisse pleinement les dangers en jeu. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'il se peut très bien qu'il n'ait rien su, qu'il ait simplement dit « oui, allez-y », puis soit passé à autre chose. Cela peut sembler insensible, mais je ne pense pas que ce soit irréaliste. Je pense que le président Poutine restera, comme toujours, poli, mais qu'il n'accordera plus aucune importance à ce que pourra dire Donald Trump. Le président Poutine a souvent dit qu'il avait traité avec plusieurs présidents, juges, n'est-ce pas? Et il a réalisé que ça ne changeait pas vraiment grand-chose, ni ce qu'il disait, ni ce qu'il prétendait vouloir faire. En fin de compte, il y avait une autre puissance à Washington, celle qui prenait vraiment les décisions. Du coup, les présidents eux-mêmes ne se sont pas révélés très influents. En Russie, le président détient un pouvoir et une autorité énormes. Si le président dit quelque chose, cela se fait. S'il dit que ça ne va pas arriver, alors ça n'arrive pas. Pour les Russes, c'est difficile à comprendre. Ils restent polis parce que c'est leur nature, mais ils insistent et feront tout ce qu'ils pensent nécessaire pour sécuriser leurs frontières et leur pays. Salut Vlad. Salut Donald. Tes gars ont tenté de détruire une partie importante de mon armée, et tu n'étais pas au courant. Allons donc. Permettez-moi de changer un peu de sujet. Vous avez parlé du secrétaire Hegseth. Je pense qu'il a été, peut-être serez-vous en désaccord, assez agressif ces derniers temps, surtout envers la Chine. Y a-t-il quelque chose qui se passe là-bas, ou est-ce juste une diversion? Tout d'abord, les forces armées américaines ne sont absolument pas prêtes à affronter une grande puissance dans une guerre majeure. L'idée même que nous pourrions menacer la Chine, la Russie ou quelqu'un d'autre pour les forcer à obéir, ce que M. Hegseth et le président Trump semblent considérer comme une forme de dissuasion, c'est-à-dire la capacité à intimider pour soumettre, c'est une absurdité. Et c'est un vrai problème aujourd'hui, parce que je sais que le président Trump croit que l'intimidation fonctionne. Eh bien, peut-être que ça marche à Panama, je ne sais pas. Peut-être dans certains pays d'Afrique centrale, mais ça ne fonctionnera pas en Asie, ni en Europe, et certainement pas au Moyen-Orient. Ensuite, c'est absurde. Réfléchissez. Avec ces tarifs douaniers, on n'a pas seulement cherché à nuire à la Chine, à la Russie, à l'Iran et à d'autres États, mais aussi à nos alliés, à nos amis, à ceux qui sont amicaux envers nous. On a plongé le monde dans un chaos total. Des réunions ont eu lieu partout dans le monde, mais les médias n'en parlent pas. Allez en Asie, ils ont tenu des réunions à Singapour, dans d'autres capitales, et ils se demandent que faire du patient zéro. Vous savez ce que c'est, le patient zéro?
c'est la première personne atteinte d'une maladie, celle qui peut contaminer et tuer tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, c'est ainsi qu'il désigne le président Trump. Oh là là! L'objectif est donc de contenir les Américains. C'est un État voyou qui dispose encore d'une puissance militaire suffisante pour causer beaucoup de dégâts. Ce que nous devons faire collectivement, dans le monde entier, c'est tout l'enjeu des BRICS. Ce n'est pas seulement sur le plan militaire, mais aussi financier et économique. Comment nous protéger? Comment contenir ce bacille? C'est ainsi que nous sommes perçus aujourd'hui. Je pense que le président Trump est déconnecté de la réalité. Je ne crois pas que quelqu'un lui dise la vérité. Et qui sait? Cela ne fera peut-être aucune différence. Peu importe les dégâts causés par ces mesures. Tarifs douaniers ou menace de les augmenter drastiquement, il veut taxer le capital étranger. Le pire qu'il puisse faire, c'est chasser ce capital des États-Unis. Nous avons besoin de ce capital. Nous ne devrions pas le taxer. Les États-Unis devraient être un refuge pour cet argent. Du coup, qu'on soit aux Émirats, à Singapour, en Chine, au Japon, en Corée ou ailleurs, on se dit « il faut sortir notre argent ». Et la stupidité qu'on entend à Washington, venant de tout le monde, c'est « il n'y a nulle part où aller, nous sommes le plus grand marché au monde ». Ils sont fous. Ce n'est pas vrai. C'est absurde. On ne peut pas séparer ce qui se passe militairement, qui est stupide et contre-productif, de ce qui se passe sur les plans financiers et économiques. Tout est lié, et tout est mauvais à ce stade. Permettez-moi de changer encore de sujet, si vous le permettez. Quelle est votre lecture des mouvements de résistance face au génocide à Gaza et du refus obstiné du gouvernement israélien de laisser entrer suffisamment de nourriture et de médicaments dans la bande de Gaza? Rappelez-vous, ce qui importe le plus pour M. Netanyahou et pour l'État israélien, c'est notre soutien inconditionnel à tout ce qu'il veut faire. C'est la clé. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Tant que nous serons à 100% derrière eux, tant que nous continuerons à fournir aux Israéliens tout ce dont ils ont besoin pour détruire les populations de Gaza et de Cisjordanie, pour pulvériser le sud du Liban, des zones en Syrie ou potentiellement même en Égypte ou ailleurs dans la région, peu importe ce que pensent les autres. Aujourd'hui, nous avons une presse très docile, pas seulement sur le récit ukrainien, qui est totalement faux, mais aussi sur celui concernant Gaza et la Cisjordanie, qui justifie ce projet d'Israël plus grand, enraciné dans tout depuis des textes bibliques jusqu'à l'antisémitisme contemporain. Ce genre de situation est insoutenable pour la plupart du monde. Même les Britanniques, qui ont longtemps été dans la poche d'Israël, se sont maintenant levés pour dire que ça ne va pas. Les Français, même les Allemands, qui ont passé 80 ans à s'excuser et à subventionner Israël, ont dit non, ça ne peut pas continuer ainsi. Le reste du monde, à mon avis, est massivement contre Israël. Et ça ne changera pas. Pensez-vous que cela pourrait changer quelque chose si les nations arabes intervenaient? Y a-t-il des mouvements en Égypte pour défier Netanyahou? Eh bien, vous savez, il y a cette marche vers Gaza que certains essaient d'organiser en Égypte. Ils espèrent mobiliser des centaines de milliers de personnes pour traverser le Sinaï, atteindre le point de passage de Rafah et exiger qu'il soit ouvert, que les populations soient nourries, etc. Si vous êtes israélien, compte tenu de leur mentalité, de ce qu'ils font et de la puissance militaire dont ils disposent actuellement, qu'ils peuvent utiliser en toute impunité, c'est risible. Non. Personne ne s'en soucie. Ils s'en moquent éperdument. Qu'ils marchent donc à travers le Sinaï s'ils y tiennent. Voyez-vous, pour traiter avec Israël, le monde entier a fini par comprendre qu'il faut leur rendre la monnaie de leurs pièces. Le vrai problème, c'est nous. Aujourd'hui, tout le monde est prêt à s'opposer à Israël. Soyons francs, ils se sont rendus aussi populaires que la peste bubonique. Pourtant, tant que nous resterons dans leur camp, le monde hésitera à bouger. Pour combien de temps? Mystère. Absolument mystère. Mais voici ce qui est certain. Pendant qu'Israël mène la danse, le monde entier constate notre absence totale de stratégie. Pas de plan. Pas d'objectif clair qui servirait ne serait-ce qu'un semblant d'intérêt américain. Tout ça, évanoui. À la place, nous avons les sautes d'humeur quotidiennes de Trump. Pourtant, écoutez bien ceci.
Quand un président américain se demande combien de sénateurs me faut-il pour faire passer cette loi, puis réalise que Netanyahou en contrôle plus que lui, là, vous avez tout compris. C'est ça la réalité. Trump peut tempêter tant qu'il veut, rien ne changera. D'ailleurs, parlons de ce fameux projet de loi magnifique, celui qu'Elon Musk a si justement qualifié de catastrophe nationale. Savez-vous ce qui est fascinant? Trump réserve toute sa colère à seulement 2 personnes, le sénateur Rand Paul et Thomas Massie, tous 2 du Kentucky. À ce train-là, je m'attends à voir débarquer la brigade antisémite dans le Kentucky pour une rafle géante. Je plaisante bien sûr. Enfin, à moitié. J'ai saisi votre allusion, colonel. Laissez-moi développer. Prenons cette marche égyptienne potentielle. Des centaines de milliers de personnes traversant le Sinaï. Est-ce que ça ferait bouger Al-Sisi? Seulement pour fournir l'essentiel, eau, transport, soins et éviter un bain de sang. Autrement, immédiatement, non. L'armée égyptienne est sur le pied de guerre, le peuple aussi. Mais Al-Sisi, comme je le disais, refuse tout conflit direct. Son pire cauchemar, attaquer Israël pour Gaza et se retrouver face à la machine de guerre américaine. Contre ça, nous sommes sans défense. Il passe son temps au téléphone avec Erdogan et Mohammed Ben Salman. Il se prépare au scénario catastrophe. Dans sa tête, la guerre est inéluctable, mais il ne la déclenchera pas prématurément. Le vrai drame? Notre incompétence gouvernementale. Cette administration manque cruellement d'experts aguerris. La précédente n'était pas brillante, mais au moins avait-elle une structure. La tragédie, c'est que rien n'a changé depuis l'arrivée de Trump. Trump, il joue avec les apparences. Quand il tweete « ce n'est pas ma guerre », il croit que ça suffit. Il ne comprend pas qu'entre les mots et les actes, il y a un abîme. Résultat, une administration incapable d'exécuter quoi que ce soit. Voilà pourquoi le monde nous voit comme le patient zéro, une menace imprévisible et incontrôlable.